Dans une perspective, alors ceci c'est un modèle que j'ai développé avec des collègues il y a quelques années et qui rend les choses un petit peu plus compliquées que simplement dire qu'il y a un signal fort sur les processus spontanés et un signal faible sur les processus non spontanés. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que certains types d'informations présents dans notre environnement exercent une action, exercent un contrôle sur les ressources cognitives et la nature du traitement cognitif qui est fait en interne. Ce qui permet de comprendre la liaison entre ces types d'informations et les comportements déclenchés. On sait qu'un comportement de prise de substance est plus probable dans un contexte qui rappelle la consommation de substances ou dans un contexte qui génère un déséquilibre entre les systèmes automatiques, jusqu'alors éteints ou peu engagés, avec des systèmes de contrôle, jusqu'alors dont l'individu ne nécessitait pas l'intervention. Dans certains contextes, les processus automatiques s'exacerbent et les processus de contrôle diminuent. Et en particulier, c'est ce que ce modèle propose, dans des modèles, dans des contextes notamment liés au traitement des émotions, en contexte d'émotions négatives, ou lorsque le désir de consommer est très important. Et nous sommes ici dans une vision plus simple, car elle est simplement duale. Une augmentation de l'engagement des processus automatiques, une diminution de l'engagement des processus non automatiques. Est-ce que l'étude du rongeur devenu cocaïnomane soutient l'idée d'une théorie à double voie? Voilà ce qu'on obtient si l'on fournit à des rats la possibilité de s'auto-administrer de la cocaïne, s'ils réalisent une certaine action, ce qu'on appelle des théories ce qu'on appelle de l'apprentissage par auto-administration. L'animal est confronté à une série de stimuli, et quand il réalise ou quand il presse un levier, il observe une délivrance d'une petite quantité de cocaïne directement dans son système nerveux central. Remarquez que la plupart des animaux, en quelques jours de pratique, se trouvent à un degré de pression, à une intensité de pression, à une fréquence de pression considérable. Si vous les regardiez dans leur écosystème, vous verriez qu'ils ne font plus que cela. Ils pressent le levier en permanence. De toute évidence, ils aiment ça. Ensuite, après quelques jours, en ayant pris soin que les rats soient homogènes dans leur apprentissage, c'est-à-dire qu'ils manifestent des comportements de prise de substances, des comportements spontanés de prise de substances, on introduit un choc électrique en remplacement de la cocaïne. Donc on remplace la cocaïne par un choc électrique. Vous allez me dire, il est assez évident que les rats, car je connais les rats, vont diminuer leur comportement d'auto-administration. Ils vont presser beaucoup moins les leviers qu'ils ne le faisaient auparavant. Eh bien, c'est vrai pour 75 à 80% des rats. Ce sont les rats qui sont répondants ou sensibles à la présence, à l'absence de récompense, en l'occurrence ici, la présence d'une punition plutôt qu'une récompense. Donc c'est tout à fait exact. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie de l'apprentissage une extinction de la réponse conditionnée. Nous faisons ça tout le temps. Il suffit que la personne que nous aimions d'une manière ou d'une autre change sa manière de fonctionner pour que tout d'un coup nous éteignions nos réponses d'approche ou nous éteignions nos réponses qui nous amenaient à nous sentir bien en sa présence. Ce qu'on appelle la séparation. C'est de l'extinction.
Et vous voyez qu'une minorité de rats, de rongeurs, continue frénétiquement à appuyer sur le levier dès lors que la récompense promise n'y est plus. Et les chercheurs se sont demandé, mais pour quelle raison? Et les chercheurs se sont dit qu'ils avaient peut-être un modèle intéressant, car ils avaient le modèle le plus proche chez l'animal de la situation d'une addiction chez l'homme, à savoir les comportements de prise de substances, en l'occurrence ici il s'agit de cocaïne, sont au départ associés à du plaisir ou une diminution du déplaisir, peu importe, sont renforçateurs, on dira, alors qu'ils deviennent, avec le temps, punitifs. Comportement de prise d'alcool, c'est la même chose chez les étudiants. Ils sont renforçateurs et puis peuvent devenir punitifs. Dès lors qu'ils deviennent punitifs, les comportements changent. Les personnes adaptent le comportement au changement des contingences de renforcement, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils étaient renforçateurs, ils deviennent punitifs. Mais une minorité, car on évalue qu'une minorité des utilisateurs de substances psychoactives, comme l'alcool par exemple ou la cocaïne, une minorité continue en dépit des conséquences négatives. Et donc une analogie forte a été faite entre l'attitude d'une minorité de consommateurs d'alcool ou de cocaïne, ou de joueurs, et le rongeur qui continue à actionner le levier dès lors que la cocaïne a été remplacée par des chocs électriques. Chez le rongeur, la diminution de l'activité préfrontale, qu'on appelle chez le rongeur prélimbique, mais peu importe, est concomitant à la perte de contrôle, est concomitant au fait qu'il continue d'appuyer alors que la cocaïne n'est plus délivrée, mais que des chocs électriques sont délivrés. Donc il semble qu'il y ait une concomitance directe entre une baisse de l'activité préfrontale chez le rongeur et son comportement devenu compulsif, donc myope à ses conséquences négatives. Non seulement cette observation a été produite de manière récurrente, mais en plus, des techniques de manipulation biologique consistant à réparer ou à redonner du potentiel d'action à ces grands neurones extrapyramidaux qui traversent les structures prélimbiques ont permis aux mêmes rats qui continuaient à appuyer sur des leviers dès lors qu'un choc électrique avait remplacé de la cocaïne, de changer leur comportement. Autrement dit, on a une idée très précise aujourd'hui de la manière dont les systèmes de contrôle chez l'animal influencent la manière dont la personne, dont l'animal, dont l'agent devient compulsif et puisse, dans certains cas, guérir de cette compulsion. Ce sont des techniques extrêmement spécifiques, des traitements qu'on appelle optogénétiques. Ce sont des traitements qui permettent à certaines structures cérébrales de réagir à des faisceaux lumineux particuliers parce que certaines substances ingérées par l'animal, donc introduites dans le système nerveux, ont des propriétés de réaction à certaines ondes lumineuses. L'intéressant ici, c'est que le système préfrontal, c'est-à-dire la capacité à exercer un meilleur contrôle ou à adapter, si vous voulez, c'est plutôt cela chez l'animal, à adapter son comportement à des changements contextuels, parce qu'il y a quelque chose qui a changé entre l'utilisation de la cocaïne lorsqu'elle est délivrée, pressée à lever. Donc cette mise à jour du comportement en fonction des modifications contextuelles a quelque chose à voir avec les structures préfrontales. C'est quelque chose qui donne une indication précise en faveur de l'idée d'un modèle dual. La réponse se forme très en amont, est un peu imperméable aux conséquences et
le système préfrontal permet la mise à jour de cette réponse. Donc on est dans un système dual chez le rat. Je ne rentre pas dans la discussion profonde de ce que ça implique réellement. Chez l'homme, les processus spontanés, c'est-à-dire qu'est-ce qui contribue à la formation d'une réponse? S'il fallait la décrire d'un point de vue strictement phénoménologique, je dirais simplement qu'il y a certains stimuli, comme je l'ai montré tout à l'heure, certaines informations qui augmentent la probabilité d'une réponse comportementale. La rechute est plus probable dans des contextes chargés d'éléments appris que dans des contextes non chargés d'éléments appris. Les éléments appris ont acquis la propriété de déclencher certains comportements. En l'occurrence ici, ce qui est proposé, c'est par le truchement, par la médiation d'une série de construits, de proxys cognitifs. Le premier, c'est les biais d'attention. Alors, l'idée du biais d'attention n'est pas nouvelle, et maintenant, je vous parlais tout à l'heure de ces connaissances que l'on peut, la fois passée, de ces connaissances que l'on peut acquérir en regardant sur plusieurs dizaines d'années d'expérience les données qui ont été accumulées dans le domaine, soit en procédant à des revues de littérature, soit en procédant à des méta-analyses. Je vais aborder cette question. Si je ne l'ai pas abordée, je vous l'informe maintenant. En l'occurrence, ici, on a quelques éléments qui indiquent que les biais attentionnels, non seulement entretiennent, donc sont actifs dans le cadre des comportements devenus compulsifs, mais en plus que leur modification expérimentale peut amener à des implications cliniques favorables. Alors, les biais attentionnels peuvent être évalués de plusieurs manières différentes. On va voir ça dans un instant. On peut avoir notamment une tâche de détection d'un point sur un écran, dont je vais parler dans un instant. On peut avoir des tâches d'attentional blink, je vais en parler dans un instant, des versions de Stroop, mais légèrement modifiées, qui permettent d'évaluer cela, et alors des techniques oculométrie utilisant l'eye tracking, qui permet d'avoir une indication précise de là où l'individu pose le regard, en spéculant, mais plusieurs études semblent appuyer cette idée, qu'il y a un lien direct entre le lieu du regard et l'attention déployée. Le regard, donc la région fovéale, la région centrale du regard. Aussi, les biais attentionnels reflètent non seulement un certain niveau de consommation, donc ils sont plus élevés, vous allez voir dans un instant comment on les évalue, ça va tout de suite paraître plus clair, chez les personnes selon leur degré de consommation, leur degré de sévérité de problème, mais en plus de ça, ils sont concomitants ou associés au désir de consommer. Donc on peut dire qu'on peut manipuler le désir de consommer, d'un certain point de vue, si on manipule ces biais attentionnels, soit en attirant l'attention, soit ce que font très bien les gens qui font de l'économie comportementale et du marketing dans les supermarchés. Les produits les plus consommés sont les produits les plus vus. Ça n'est pas totalement nouveau. Les interventions cognitives peuvent donc cibler ces biais en empruntant différentes voies, notamment la gamification dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on parviendrait à faire jouer les gens dans un sens qui contrevient à la perpétuation de ces biais attentionnels, autrement dit qui les diminue. Alors, tâche de détection d'un point sur un écran. Vous avez, donc ça c'est une tâche comportementale très simple. Vous avez donc une croix de fixation au milieu d'un écran qui apparaît. Vous avez ensuite de l'information non pertinente qui apparaît, soit lentement, soit vite, comme ça. Et la tâche de la personne, c'est simplement indiquer si le point qui apparaît après les photos pour lesquelles on ne lui demande rien, on le laisse libre de regarder, se trouve soit à gauche, soit à droite. Et donc l'idée, c'est que si mon attention portait davantage sur le côté droit
de l'écran, c'est-à-dire en l'occurrence ici sur le soda, je mettrai plus de temps à identifier que l'écran, que le point se trouve sur le côté collatéral. Donc en cas de convergence des lieux, il y a un temps de réaction plus court. Et en cas de divergence des lieux, il y a un temps de réaction plus long. Okay. Et on peut raffiner ce modèle et mettre 1 seconde, mettre 1 demi-seconde, voire mettre moins de 100 millisecondes. Je ne suis pas parvenu à le faire, mais l'ordinateur parvient à le faire. Vous ne le voyez même pas. Et voir si le contenu des deux images influence ma capacité de détection du point selon qu'il remplace une image neutre par rapport à une image qui se rapporte à ma consommation. Ce qu'on appelle la tâche de détection d'un point sur un écran. Alors si on fait ça, et c'est une étude que nous avons publiée il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, nous remarquons que si la présentation des images est très courte, donc inférieure à 100 millisecondes, les personnes qui souffrent d'alcoolisme sont plus rapides à détecter un point derrière un écran, enfin derrière une partie de l'écran qui représente l'alcool par rapport à la partie de l'écran qui représente un soda. À 50 millisecondes de présentation, ce qui indique un biais précoce, attentionnel, d'engagement direct vers cette information. Ensuite, au fur et à mesure que le temps de présentation augmente, les choses divergent, mais je ne rentre pas dans les détails. Non seulement cela, mais en plus, la mesure de ce biais était directement corrélée au nombre, était directement corrélée au nombre de cures de désintoxication que la personne avait subi. Donc, un indice de gravité de la difficulté. Premier élément. Deuxième élément, une technique oculométrique. Je ne rentre pas dans les détails, mais il est difficile, avec la première étude, de savoir exactement comment les choses se distribuent temporalement de manière précise. On n'a que des photographies dans des fenêtres de temps extrêmement précises. On a 3 points d'observation. 3 points d'observation, ce n'est pas suffisant pour avoir une indication précise. Alors on utilise ici une tâche que nous avons utilisée il y a quelques années aussi, chez les joueurs donc pathologiques. Les joueurs pathologiques sont des joueurs qui jouent en quantité suffisamment déraisonnable et en fréquence suffisamment déraisonnable qu'ils finissent par en subir des conséquences de vie personnelle, mais néanmoins ne peuvent s'empêcher de jouer. Toujours cette définition classique. Vous trouverez les critères partout si vous voulez. Donc, il s'agit de présenter à la personne l'ensemble des stimuli qui se trouvent présents ici et qui comportent des références explicites à des objets liés au jeu ou pas. Et de faire défiler en saccade ces différents dispositifs avec l'idée que pour le participant, il puisse le plus rapidement possible identifier quel est l'objet qui est différent d'un moment à l'autre. Vous voyez ? Donc ça vient comme ça, et tout d'un coup, il y en a un qui est différent des autres. À ce moment-là, il signale qu'il y a une différence, et il communique sur cette différence. Et tout le long, son attention, et la manière dont cette attention se distribue, ses points de fixation, ses points d'engagement, sont enregistrés grâce à une machine qu'on appelle eye tracker. Alors, en faisant ça, on observe plusieurs choses. Mais l'une des premières choses, c'est un peu petit, mais vous verrez ça sur vos diapositives, c'est que l'engagement, donc le niveau de détection des images se rapportant au jeu est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis que chez les personnes qui souffrent d'un jeu pathologique, de joueurs pathologiques, par rapport au sujet de contrôle. Et le deuxième point, c'est que la proportion de fixation, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il va porter son regard sur des objets, est nettement supérieure
en ce qui concerne les objets qui se rapportent au jeu par rapport aux objets neutres chez les joueurs pathologiques en comparaison aux joueurs non pathologiques ou en comparaison aux personnes de contrôle. Mais ça va plus loin encore. Cette tâche est une tâche qui est un peu plus compliquée à comprendre, mais qui n'est pas si compliquée que ça. C'est basé sur l'idée de la période réfractaire. La période réfractaire, c'est la période qui suit une période d'activation durant laquelle vous ne pouvez plus être efficace. En l'occurrence ici, il s'agit de demander à la personne d'identifier si la lettre qui est présentée est un W ou n'est pas un W. Si la personne communique, par exemple, donc ces images sont présentées en saccades, si la personne, donc en saccade très rapide, si la personne observe un W, l'énergie cognitive nécessaire à la détection empêche le traitement approprié des informations successives pendant un certain laps de temps qu'on appelle la période réfractaire. La question que nous nous posions ici, c'est est-ce que si les informations jeu doivent être détectées ou une information cible non jeu doit être détectée, est-ce qu'une information jeu présente dans la période réfractaire a plus de chances d'être détectée correctement chez les joueurs pathologiques par rapport à des joueurs non pathologiques ou par rapport à des personnes de contrôle. Et dans cette étude, nous avons réalisé que ce fut le cas. Indiquant donc qu'il y a un traitement attentionnel préférentiel pour ce type de stimuli par rapport à d'autres. Enfin, vous connaissez la tâche de Stroop. Pas besoin, je pense, de vous la décrire. Mais cette tâche de Stroop légèrement modifiée, ici on l'a mis en anglais, c'est une tâche qui fait apparaître des mots soit neutres, écrits dans une couleur, ou bien des mots qui se rapportent à la problématique addictive, écrits aussi dans une autre couleur, la tâche étant de désigner la couleur et de ne pas lire le mot. L'hypothèse qui est faite, c'est que le temps nécessaire pour lire la couleur, pour dénommer la couleur, sera plus important si la personne doit inhiber, ou en tout cas s'empêcher, de regarder un mot qui traite de sa problématique addictive. Et la même chose le même type d'études peuvent être faits sur le thème de l'anxiété ou de la dépression avec des mots qui sont choisis comme évocateurs d'un risque d'anxiété ou d'un risque de dépression chez les groupes pathologiques ou les groupes subcliniques par rapport à des populations de contrôle. Et l'observation qui est faite à l'aide de cette tâche, c'est que le temps nécessaire à désigner la couleur d'un mot qui se rapporte à l'addiction est plus élevé chez les populations expérimentales, dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle. Donc l'observation ici qui est faite, on le voit correctement. Donc vous avez ici donc, des cocaïnomanes qui sont donc des utilisateurs actifs de cocaïne et qui mettent approximativement 1 seconde pour désigner la couleur d'un mot désigner la couleur d'un mot lorsque le mot désigne un élément de cocaïne. Donc ils mettent à peu près 1 seconde. Alors qu'ils mettent 843 secondes, donc ils vont beaucoup plus vite, 843 millisecondes, alors ils vont beaucoup plus vite pour désigner la couleur d'un mot neutre. Donc ça forme une différence, si vous voulez, d'à peu près 160 millisecondes. Ça, c'est l'indice d'interférence. On va donc dire qu'il y a une interférence qui se monte à 160 millisecondes entre les mots désignant la couleur des mots, la capacité à dénommer la couleur des mots se rapportant à la cocaïne par rapport à la couleur des mots se rapportant à un mot neutre. Or, vous voyez, cette différence est quasiment nulle chez les contrôles. Et donc, cette différence est un indicateur d'une attention accrue en faveur d'informations qui se rapportent à la psychopathologie, au degré de psychopathologique de la personne. Alors, ça va même plus loin. En utilisant ce type de manipulation, certaines études se sont penchées sur la capacité que ces biais avaient à prédire l'efficacité d'un traitement clinique.
Donc dans quelle mesure est-ce que des biais élevés, tels que je viens de les décrire, prédisent une réponse clinique moindre, amoindrie, diminuée? C'est une étude qui date, mais qui continue à faire parler, même si l'échantillonnage est un peu restreint. Donc, il s'agissait de tester les participants au début et à la fin d'un traitement de désintoxication, essentiellement des personnes alcoolodépendantes, comme on disait à l'époque, on dira aujourd'hui, qui présentent un désordre de l'utilisation de la consommation d'alcool. On disait alcoolodépendante à une certaine époque. Donc, en général, ces patients sont hospitalisés lorsqu'ils ne peuvent se passer de la consommation d'alcool. Ils sont hospitalisés, pas nécessairement, mais dans certains cas, ils sont hospitalisés dans les cas les plus graves et réalisent ce qu'on appelle une cure de désintoxication. Je pense que vous savez un peu de quoi il s'agit, qui dure, alors ça dépend des modalités, mais dans des modalités comme celle-là, elle dure entre 3 et 4 semaines. Ces personnes sont donc hospitalisées, reçoivent l'interdiction de consommer de l'alcool, mais en remplacement reçoivent d'importantes doses sédatives, calmantes, pour éviter justement qu'un syndrome d'excitotoxicité cérébrale ne vienne provoquer les dommages que l'on connaît, le risque épileptique, mais aussi, bien entendu, les anomalies neurologiques telles que le syndrome de Wernicke-Korsakoff et les crises d'épilepsie pouvant, dans certains cas, prendre une allure de crise d'épilepsie grand mal, c'est-à-dire tuer la personne. Okay. Donc ça, plus des vitamines et différentes choses, et puis reprendre une vie avec une certaine régularité, s'alimenter correctement, et toutes ces choses, et se réhydrater considérablement. Mais pas avec de l'alcool, avec des sodas. Donc, ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'on va tester les gens donc 2 fois, une fois en début de cure, une fois en fin de cure. Et on compare 3 groupes. On compare les groupes des personnes alcooliques qui ont interrompu leur traitement, donc ils n'ont pas pu aller au bout. Donc, la cure se termine et puis après, un traitement est proposé. On leur dit, ben voilà, vous avez fini votre cure, mais il y a encore beaucoup de boulot parce que là, vous allez rentrer maintenant dans un milieu de vie habituel. Et là, des désirs particuliers, des désirs supplémentaires, un niveau de désir supplémentaire et un niveau de risque supplémentaire peut être très élevé. Les personnes n'ayant pas interrompu leur traitement, et puis des personnes de contrôle. Et alors les personnes de contrôle, en l'occurrence, c'est des gens qui étaient très familiers avec l'alcool parce que c'était les gens de l'équipe clinique. Donc ils entendaient parler d'alcool tout le temps. Donc, cette étude a été bien, je dirais, bien designée de ce point de vue-là. Alors on a ici les données brutes, vous les verrez parce qu'on n'a pas vraiment le temps de se lire, mais ce qui est très, très intéressant, c'est de se rendre compte en fait que les personnes qui sont parvenues à garder un certain niveau de succès clinique, donc clinique de l'efficacité clinique, si vous voulez, qui suit le traitement, qui sont parvenus à rester abstinents ou parvenus en tout cas à être en traitement, sont des personnes qui ont vu entre le temps 1 et temps 2 baisser leur biais d'attention. Donc le biais d'attention n'a fait que diminuer entre le début de la cure et le fin de la cure. En revanche, chez ces personnes qui ont vu leur biais d'attention augmenter, le risque clinique, le risque de rechute est avéré considérable. Et donc l'adhésion clinique, si vous voulez, au traitement clinique s'est vu réduit considérablement. Alors, on peut aller encore plus loin, mais je ne vais peut-être pas détailler cette étude-ci, mais c'est une étude qui consiste, nous l'avons réalisée, nous sommes en train d'y travailler avec mon doctorant Florent, un des doctorants, donc Florent Wakeman. Moi j'ai 2 doctorants en ce moment, Florent Wakeman et Macha Dubuzon. L'un travaille chez le joueur, mais de temps en temps aussi notamment sur les biais attentionnels chez les personnes souffrant d'alcoolisme, et l'autre travaille sur un protocole d'électrostimulation cérébrale durant la cure des intoxications alcool à l'hôpital Brugmann. Donc c'est une étude qui nécessite 3 ans de recrutement, c'est une très grosse étude. Mais l'un d'entre eux, en tout cas, m'a aidé à y voir un peu plus clair, car on se posait la question de la capacité des caractéristiques d'attention en des termes un peu plus subtils que ce que je viens de communiquer. Quelle est la capacité à la personne à s'engager donc vers une information pertinente, et quelle est sa capacité à se désengager une fois qu'il s'y trouve. Alors ici, nous avons utilisé une technique, je vais très vite là-dessus, pour dire que, alors, il s'agit ici d'une étude, nous avons adapté notre étude d'une étude qui avait été réalisée chez les personnes dépressives, ce qui me permet en même temps de vous donner une information sur la question de la dépression. Il s'agissait tout simplement de présenter 2 visages. Vous pensez bien que nous avons adapté ça, donc une information liée à la consommation d'alcool et une information qui n'est pas liée.
Ensuite, les personnes regardaient librement l'un de ces deux visages. Nous avons déjà pas mal d'informations sur ce qu'elles ont fait pendant cette période d'exploration libre, car nous avions un eye tracking, hein, donc nous savions exactement où ils regardent. Mais une fois qu'ils regardent d'une manière suffisamment longue l'une des deux informations, nous nous demandions, donc nous faisions apparaître un écran, donc un rectangle, entourant l'information autre, et nous leur disions de détecter s'il s'agissait soit d'un carré, soit d'un rond. Donc le but était toujours, si vous voulez, de partir d'un point stable, un point de fixation, ce qu'on appelle un remain point, voilà, et ensuite d'aller s'orienter vers une information concurrente. Et deux types de situations peuvent se présenter, soit une situation où ces gens étaient sur une information liée à la consommation d'alcool et donc se désengageaient de cette information pour aller vers une information neutre, ou bien étaient sur une information neutre et s'engageaient sur une information liée à la consommation d'alcool. Et donc vous aviez ainsi la possibilité de quantifier les biais d'engagement et les biais de désengagement à l'aide de cette technique. Cette technique, alors, ce processus expérimental, il a été utilisé initialement chez les personnes dépressives. Et ce qu'ont observé les auteurs, c'est que les personnes qui parvenaient plus difficilement à se désengager, donc dépressives, à se désengager des images tristes, donc de visages qui de toute évidence représentent une forme de tristesse, d'émotionnalité négative, ces personnes-là étaient beaucoup plus nombreuses dans le groupe des déprimés que dans le groupe des non-déprimés. Alors non seulement cela, mais en plus, cette information était directement liée à la capacité qu'ils avaient de récupérer d'un événement stressant. Donc l'événement stressant, c'était qu'on leur dise, donc vous êtes dans notre laboratoire, vous arrivez, et on vous dit que dans une dizaine de minutes, on va vous questionner sur vos motivations à réaliser cette étude que vous, donc les études que vous faites, par exemple, pourquoi la psychologie plutôt qu'autre chose. Donc on vous donne une dizaine de minutes pour préparer votre speech. On enregistre l'élévation de votre cortisol salivaire durant ces 10 minutes. Après 10 minutes, on vous dit qu'en fait, il n'y aura pas de présentation de speech. Donc on enregistre la diminution de votre... donc la manière dont vous allez récupérer l'événement stressant. Et la durée de récupération est directement, donc est plus élevée. Donc si la durée de récupération est plus élevée, ça veut dire que les gens récupèrent beaucoup moins d'un événement stressant lorsqu'ils sont dans le groupe des, des déprimés, bien sûr, mais en particulier lorsqu'ils étaient dans le groupe de ceux qui parvenaient difficilement à se désengager des émotions négatives. Donc on a montré, cette étude montre un lien entre la capacité à se désengager visuellement des informations négatives et la capacité à récupérer un événement stressant de vie vécu en laboratoire. C'est un peu subtil, mais c'est très intéressant parce que cliniquement, ça a beaucoup de valeur. Donc vous voyez aussi de ce point de vue comment ça se passe. Alors, comment peut-on modifier ces biais attentionnels ? Car on peut effectivement tenter de les modifier. Alors il y a maintenant des revues de littérature, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais il y a des revues de littérature maintenant qui collectionnent l'ensemble, répertorient l'ensemble des essais cliniques qui ont été faits et essayent en partie de savoir si oui ou non on peut modifier ces biais cognitifs expérimentalement et quel est l'impact clinique et quelle est surtout la taille de l'effet. Est-ce que c'est un petit effet ou un grand effet ? Alors, l'une des manières de faire, donc je vais un peu vite là-dessus, mais l'une des manières de faire, par exemple, c'est de systématiquement demander aux personnes de désigner la couleur dans le cadre d'une information qui comporte de l'alcool, de sorte que la personne finisse par ne plus regarder, en tout cas finisse par évacuer ou à se désengager du traitement non pertinent
du mot qui apparaît en son centre. Donc ici, par exemple, la bonne réponse, c'est vert, bleu, voyez, et on peut continuer comme cela. Et de le faire pour tous les mots alcool, ou au contraire, de le faire pour des mots qui ne sont pas liés à la consommation d'alcool, ou qui sont pour moitié liés à la consommation d'alcool, pour moitié non liés à la consommation d'alcool. Et de voir si ce biais de désengagement se développe au fur et à mesure de l'expérience, et de voir s'il change quelque chose dans la phénoménologie clinique. Alors, ce qui est intéressant avec l'étude auquel je fais référence ici, c'est que c'est le cas. Donc, non seulement c'est le cas, on a une diminution très nette. Donc, vous avez le baseline 1 et 2, c'est-à-dire les deux moments, si vous voulez, les deux contrôles avant l'expérimentation. Puis, on implémente l'expérimentation dont je vous ai parlé, un nombre d'essais décrits dans cette expérience, mais l'important, c'est que vous compreniez l'idée. Et vous avez ensuite une diminution très significative lorsque l'on prend, et durable, lorsque l'on prend ensuite des mesures du biais d'attention envers les stimuli se rapportant à l'alcool. Alors, non seulement cela, l'autre possibilité étant, à l'aide du dot prop task, donc de la tâche de détection d'un point sur un écran dont je vous ai parlé tout à l'heure, étant de systématiquement, dans un groupe, mettre le point du côté opposé de là où se trouve l'information alcool. Donc on est vraiment dans la construction d'une association alcool-dégagement dans la condition expérimentale et qu'en condition contrôle, à parier 50-50. C'est ce que cette étude a fait. Et ce qui est passionnant dans cette étude en particulier, c'est que la mesure de l'évitement qui a été créée dans le groupe qui a pratiqué à cette mesure, à ce protocole de désengagement intentionnel, est directement liée à une diminution du craving réactif. Ça veut dire que lorsqu'on lui présente des informations alcool ultérieurement, cette personne rapporte un désir de boire ou montre physiologiquement, selon les expériences, une activité, une réactivité, si vous voulez, inférieure. Donc, moduler l'attention revient à diminuer la réactivité spontanée à la consommation. Mêmes choses ont été faites, en l'occurrence ici, et plus directement chez les utilisateurs de tabac. Donc, il s'agit d'un entraînement des biais attentionnels qui diminue la Q-reactivity. La Q-reactivity, vous pouvez l'évaluer de plusieurs manières, mais on peut simplement vous mettre devant un stimuli qui vous rappelle votre consommation d'alcool et vous demander de 0 à 9 quel est votre désir de consommer maintenant, tout en contrôlant toute une série de choses. En particulier, il s'agit chez les consommateurs de tabac de contrôler le moment de la dernière cigarette, de manière très précise. Le plus souvent, on leur demande de ne pas consommer pendant 1 heure ou 2. Ce sont des détails méthodologiques plus approfondis. Ce qui est observé, c'est grâce à l'entraînement, une diminution des biais attentionnels, de manière très claire, diminution des biais attentionnels. Là, c'est le groupe pour lequel on a associé un point à une image alcool. Là, c'est le groupe pour lequel on a, au contraire, dissocié le point et l'image d'alcool. Et ensuite, vous verrez ça quand vous regarderez ça chez vous, mais ensuite, vous verrez que chez les personnes qui ont été testées, qui ont appris cette association de désengagement, on a moins, alors ça ne se voit pas très bien comme ça, mais vous le verrez devant votre ordinateur, on a moins de craving déclenché. Alors, pour finir, je voudrais vous parler des biais d'approche et d'évitement parce que c'est quelque chose que les étudiants aiment bien en général rapporter lors des examens, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement intuitif. Donc l'idée ici, c'est d'essayer d'avoir une mesure quantifiée, donc une objective, de la manière dont vous vous rapprocheriez spontanément ou au contraire vous éviteriez spontanément une information qui vous est présentée sur un écran. Et donc on va utiliser toute une série de techniques, mais je vais n'en parler que d'une ici, qui est la technique du joystick.
Ça veut dire que la personne se trouve devant un joystick. Vous voyez ce que c'est, hein, un joystick? La personne se trouve devant un joystick et doit systématiquement soit rapprocher le joystick lorsqu'il apparaît une information alcool ou une information neutre. Plus spécifiquement, la personne doit rapprocher le joystick lorsque l'image, indépendamment du contenu de l'image, est inclinée un peu vers la droite ou un peu vers la gauche, en fait. Et on regarde ce qui se passe. Alors, ce que nous avions... alors, ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'avoir un petit mannequin qui se trouve au milieu d'un écran. Et là, la demande qui est faite aux participants, c'est de rapprocher le mannequin à l'aide d'une touche réponse le plus rapidement possible dans certaines conditions. Par exemple, lorsqu'il voit de l'alcool, ou au contraire de l'éloigner lorsqu'il voit de l'alcool, ou au contraire, et réciproquement lorsque c'est neutre. Et on regarde la vitesse de traitement, la vitesse de réaction et toutes ces choses. Alors, en faisant ça, nous avons donc la tâche du mannequin. Nous avons montré que les biais qu'on observait chez les alcooliques, c'est-à-dire une tendance à être moins, contrairement à nos attentes, à être moins rapide pour rapprocher que pour éloigner le mannequin d'une image centrale qui est une image alcool par rapport à des images contrôle, le biais qui s'y trouvait, c'est-à-dire cette tendance d'éloignement, était directement annonciateur d'un risque de rechute plus élevé au cours des 3 mois qui suivaient le traitement. Donc, première indication, si vous voulez, les biais d'action ont une validité écologique importante, parce qu'ils prédisent le comportement de rechute. En effet, en regardant ces biais d'action, on pouvait prédire avec une précision de 72% le risque de rechute, sachant que la prédiction aléatoire est de 50%. Donc c'est un effet, certes significatif, mais enfin qui n'est pas non plus absolu. Cette étude a été reproduite par ailleurs. Alors, l'étude la plus célèbre, qui a été en partie reproduite, car je vous parlais des effets, je vous ai parlé des effets, petits effets, gros échantillons, grands effets, petits échantillons, etc. Et le problème de la reproduction de ces études, population très hétérogène, bon, très complexe, l'étude qui a un peu précipité tout le monde vers cette question des systèmes d'action, c'était une étude qui a été menée en 2011, donc c'était il y a quelques années, mais pas tant que ça, par une équipe hollandaise, donc des Pays-Bas, dirigée par le professeur Weers. Et c'est une étude qui consistait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à orienter, donc à demander à des participants soit d'approcher un joystick, de tirer le joystick. Alors l'effet, lorsque l'on tirait le joystick, c'est que l'image apparaissait comme plus grande à l'écran. Donc chaque fois que vous tiriez, elle augmentait. Voyez, enfin, zoom in, d'accord. Lorsque vous poussiez le joystick, l'image rétrécissait à l'écran. Okay, et il y avait consigne de pousser le joystick ou pas. Dans la condition contrôle, la moitié des informations alcool était associée à une réponse d'évitement, donc de pousser le joystick, l'autre moitié à une situation de rapprocher le joystick. Et dans le groupe expérimental, les mêmes personnes, alcooliques, alcoolodépendantes, devaient systématiquement l'éviter, donc le pousser et ne jamais le rapprocher. D'accord ? On avait cette espèce de protocole. Alors, un peu ça l'idée. L'étude est un peu plus complexe que ça, mais je ne peux pas y passer trop de temps non plus. Alors, l'échantillonnage était très important. Voilà. L'échantillonnage était très important car il s'agissait... Je vais retrouver cela peut-être un peu avant. Attendez, permettez. Voilà. L'échantillonnage était très important car il s'agissait au total de 214 participants, 108 ayant participé au groupe d'entraînement, c'est-à-dire devant systématiquement. Alors, la procédure, c'était 20 minutes par jour, 4 fois par semaine, 4 semaines durant. C'était la procédure. Donc 4 fois par semaine, 4 semaines durant, 20 minutes par jour. Dans les groupes expérimentaux, poussait le joystick
à chaque image qui représentait l'alcool. Dans le groupe contrôle, c'était du 50-50. D'accord? Donc 50% rapproché quand c'est alcool, 50% rapproché quand c'est neutre. Ces groupes étaient identiques, vous voyez la méthodologie, je rentre un peu plus dans cette étude, étaient identiques en termes de genre, d'éducation, de problèmes liés à l'alcool, la durée de l'alcoolisme, la durée du traitement en nombre de jours, le fait qu'ils soient fumeurs ou non fumeurs, était semblable en termes de dépression, en termes de comorbidité psychopathologique et en termes des médications, en particulier en termes d'antidépresseurs qu'ils prenaient. Okay? Donc vous avez deux groupes très semblables, ce qui est une partie importante de ce travail. C'est de faire en sorte que ces groupes ne soient pas trop différents, parce que si ces groupes sont différents et que vous obtenez un effet, l'effet peut être simplement lié à la différence. Donc ils sont assez semblables. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, quand on fait ça, on remarque une série d'effets. Donc ici, on est sur une régression logistique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de la régression logistique. Enfin, l'idée, c'est d'arriver à prévoir si vous appartenez au groupe 1 ou 2. 1 étant les abstinents, 2 étant les rechuteurs. Donc vous avez une variable dichotomique, classique. Vous faites une régression logistique et puis vous mettez une série de régresseurs dedans. Et vous voyez quels sont les régresseurs qui ont un impact sur votre groupe d'appartenance. D'accord ? Alors, je passe le genre parce qu'il y avait un risque plus élevé de rechute chez les personnes masculines par rapport aux féminins. Donc, je passe cela. La durée d'alcoolisme, il y avait plus de risque de rechute chez les personnes qui avaient une durée d'alcoolisme plus importante, ce qui est assez classique. Mais par contre, on avait un effet condition, incarné ici. Ça veut dire que les personnes qui étaient dans le groupe expérimental avaient nettement moins de risques d'être dans le groupe, d'appartenir au groupe des rechuteurs 1 an après le traitement. 1 année après le traitement. Et la différence était significative parce que chez les personnes ayant été dans le groupe contrôle, donc dans l'entraînement, si vous voulez, sans effet attendu, eh bien, le risque de rechute après 1 an était de 58% de rechuteurs, alors qu'il n'était que de 35% dans le groupe expérimental. Cette étude, 2 ans après, a été amplifiée avec l'inclusion de 475 patients alcoolodépendants, la tâche dont j'ai parlé, qu'on appelle donc l'AAT, donc Alcohol Avoidance Task, où on demande aux participants de réagir au format d'une image en utilisant un joystick et d'ignorer le contenu de l'image, parce qu'en fait, le contenu de l'image n'est pas un critère de décision. Et cette étude a indiqué, donc pareil, 12 sessions, alors ici c'était 12 sessions et pas 16, mais enfin on est sur un modèle semblable, et cette étude indique les effets qui vont dans le même sens. Donc là, on est sur des modèles, si vous voulez, qui sont des modèles qui consistent à réduire le risque de rechute, d'une part en modifiant les biais spontanés de l'attention, dont j'ai parlé, d'autre part en modifiant les tendances d'action, toujours considérées comme des activités spontanées.